Welcome back, everyone. Re-bienvenue. I hope that you had a good and brief little. Alors, j'espère que vous avez eu une pause reposante. Ça semble être la nouvelle normalité des courtes pauses. Alors, c'est merveilleux de vous avoir avec nous. Y a-t-il des questions auxquelles on n'a pas pu répondre lors de la dernière séance? Quelqu'un a demandé s'il y avait des endroits où on pouvait obtenir plus de soutien et plus d'informations. Eh bien, sachez qu'on vous livrera un certificat de participation à la journée d'aujourd'hui et cela sera accompagné de liens aux ressources additionnelles. Si vous voulez en savoir plus sur ce que nos animateurs avaient à dire ou à offrir, je tenais à dire que tous les animateurs aujourd'hui nous ont dit des choses inspirantes avec des stratégies et nous avons donc constitué un panel d'experts avec de l'expérience vécue pour partager leurs expériences et pour diriger cette discussion. Je vous présente Adrian Hayward, qui est en fait l'animateur de CBC. Il a animé l'émission All in a Day à la radio de CBC. C'est un journaliste chevronné qui s'engage à redonner quelque chose à sa communauté. Je suis vraiment ravi de l'avoir ici pour diriger ce panel. Adrian, vous avez la parole. Eh bien, Catherine, merci beaucoup pour cette présentation très généreuse et très gentille. C'est toujours un plaisir de te revoir et j'ai hâte d'interagir avec toi au cours de l'après-midi. Merci de m'avoir ici. Je vais donc animer ces séances sur la santé et le bien-être en milieu de travail. Nous avons un panel hors pair. Tous les membres de ce panel ont beaucoup d'expérience au niveau de la santé mentale et du mieux-être. Aujourd'hui, nous voulons entamer le dialogue. C'est l'occasion de parler ouvertement de la santé mentale et de discuter des défis en milieu de travail et dans la vie en général. Examinons comment on peut créer la sécurité psychologique et comment éliminer la stigmatisation et la honte qui parfois n'aident pas. L'objectif de la séance aujourd'hui, comme Catherine vient de le dire, de vous donner les outils qu'il faut pour peut-être remettre en question les idées reçues sur la santé mentale et vous donner quelques outils et des tuyaux pour promouvoir le bien-être mental. Alors, la docteure Marie-Hélène Pelletier est psychologue bilingue qui a plus de 20 ans d'expérience dans le counseling et le travail, la psychologie du travail. Elle a un doctorat de l'Université de la Colombie-Britannique et un MBA. Elle est membre du réseau global de pratique et ancienne directrice du conseil de l'Association internationale de la psychologie appliquée. Madame Pelletier, merci d'être des nôtres. De rien. Jean-François Claude est un vétéran de 20 ans de la fonction publique fédérale et il a passé une bonne partie de cette carrière à des rôles de liaison et de conseiller auprès des hauts fonctionnaires ministériels, ainsi que dans des postes de supervision et de gestion. Il a cofondé le Bureau des conférenciers fédéraux pour des milieux de travail sains, une équipe virtuelle de fonctionnaires fédéraux qui partagent ouvertement leurs expériences avec des troubles de santé mentale pour aider à contrer les préjugés. Et Jean-François est accrédité avec plus d'autres accréditations en milieu de travail sur la santé mentale. Jean-François, bienvenue. Merci beaucoup, Adrian. Je suis ravi d'être ici. Et notre troisième panéliste, c'est Brianna Rizzuto. On se connaît depuis un certain temps. Je l'ai interviewée il y a 13 ans. Et Brianna a des diplômes de l'Université d'Ottawa et de l'expérience professionnelle dans le domaine de la santé et y compris du travail dans les addictions et le logement. Elle est passionnée d'aider les gens et à éliminer la stigmatisation des personnes et de la santé mentale et elle intervient dans des cas de suicide également. On s'est parlé en 2018. Elle est formatrice dans la prévention du suicide et elle est formatrice également à l'ambulance Saint-Jean. Alors, Brianna, ça fait du bien de vous revoir.
J'ai un peu plus de cheveux gris que la dernière fois qu'on s'était vu. Moi aussi, dit Brianna. Ça fait du bien de te voir. J'ai jugé bon de commencer par vous, docteur Pelletier, parce qu'on vit évidemment en cette période de la COVID-19, la pire pandémie depuis plus d'un siècle. Donc on vit à l'époque de l'incertitude et nous savons que ça crée de l'anxiété et ça peut provoquer le sentiment qu'on manque de contrôle sur notre vie. Alors, comment est-ce qu'on maintient donc notre santé mentale pendant cette période difficile, pendant cette période de perte? Très bonne question, et ça nous touche tous à différents niveaux. Alors, on va avoir une conversation très enrichissante sur tout cela. Mais l'une des choses qui accompagne l'anxiété, c'est que ça a tendance à avoir ou tendance à s'inquiéter de l'avenir ou de quelque chose qui va peut-être arriver, des prévisions négatives qui reposent sur la perception. Et l'une des façons de limiter les dégâts, parmi d'autres évidemment, c'est de bien gérer son cerveau et de se parler littéralement et de ne pas laisser ses pensées aller n'importe où. Et puis, par exemple, oui, on vit une époque d'incertitude et on prend les choses un jour à la fois. Et là, je focalise sur ce que je peux contrôler, m'occuper de moi-même, aller faire une marche, bien prendre soin de moi. Donc, prendre ces mesures-là. L'une des choses qui aurait tendance à arriver, c'est qu'on devient binaire. On dit c'est soit blanc ou noir. Parce que si je fais pas ceci, alors c'est horrible, c'est la fin du monde. Il faut qu'on se permette, en savouant des choses, je dirais, de rester ou de vivre avec cette incertitude de ne pas savoir. Et de savoir qu'on ne peut pas tout savoir à ce moment-ci. Parce que cela s'accompagne de la créativité qui nous permettra de voir les choses en contexte et de trouver des solutions. Alors, Brianna, dans votre pratique professionnelle, je sais que vous rencontrez beaucoup de dirigeants et beaucoup d'employés qui travaillent avec cette réalité nouvelle de la COVID-19. Que sont les défis de santé mentale que vous voyez? Très bonne question. Ce que j'entends dire les dirigeants, c'est que gérer les gens, maintenant, c'est différent parce qu'on ne voit pas les gens au jour le jour, comme au bureau. On ne peut plus aller discuter lorsqu'on va se chercher de l'eau à boire. Et en même temps, les gens peuvent être plus productifs à la maison, mais on passe beaucoup de temps à socialiser avec nos collègues et c'est important pour la constitution des réseaux sociaux. Et donc, ça nous manque. Il y a toujours le revers de la médaille. Il y a ceux qui sont chez eux avec les enfants et qui essayent de jumeler le travail avec la garde d'enfants et la synergie que cela implique. Et en même temps, on a des gens qui vivent seuls et qui se sentent encore plus isolés et qui ont du mal peut-être à assurer l'équilibre travail-famille. Maintenant que le travail, c'est à la maison et que le portatif, on a toujours le portatif en face de nous, alors il y a une multitude de défis ces jours-ci. Et à la fin, les gestionnaires veulent appuyer leurs équipes. C'est ce que j'ai trouvé. Et la pandémie a ouvert la porte à la réflexion sur la sécurité psychologique en milieu de travail, non pas seulement la sécurité physique. Alors, Brianna, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent de chez eux en tant que gestionnaire. Que sont les signes avant-coureurs dans un monde virtuel qui montrent que des employés en arrachent? Excellente question. Parce qu'on veut, en fait, constater ces signes-là, mais là, on a moins d'informations. Il y a des choses, par contre, qu'on peut surveiller. Si vous voyez votre personnel sur caméra, même si ces boîtes nous donnent une vision limitée,
Est-ce que vous pouvez déterminer s'ils sont en train de bien prendre soin d'eux, si leur hygiène personnelle va? Parce que c'est ce qui lâche lorsque les gens ont des problèmes de santé mentale. Est-ce que les gens vivent dans un espace en fait très encombré? Est-ce que vous constatez que des gens s'affichaient sur caméra et maintenant refusent de s'afficher? Est-ce que vous constatez que les gens sont en train de répondre au courriel à tout moment de la journée, ce qui pourrait signifier qu'il y a un problème d'équilibre travail-famille? Et les sentiments de désespoir du genre, moi j'en ai assez, moi je m'en fous maintenant. Bon, ce sentiment que les choses nous échappent, eh bien les dirigeants, les gestionnaires doivent surveiller cela. Moi je recommande toujours de vérifier constamment et de demander à vos employés comment ça va. Et ils disent, bon, ben, moi, je leur demande comment ça va et les gens disent, tout va bien. Et je ne sais plus comment approfondir la conversation. Il y a des stratégies pour aller plus loin, y compris le fait d'en faire une conversation fréquente. Alors, Jean-François, vous avez passé le gros de votre carrière à lutter contre la stigmatisation autour de la santé mentale. Et je me demande, lorsque vous voyez un collègue ou une collègue qui en arrache, comment les aider? Comment même aborder le sujet? C'est quoi l'approche? Que proposez-vous? Merci pour cette question, Adrian. Vous savez, ce qui compte vraiment, c'est de reconnaître le genre de relation que vous avez avec la personne. Ça va dicter en quelque sorte l'approche qu'on adoptera pour aborder la personne. Et l'approche doit être basée sur l'empathie. Par exemple, comment ça va? Et je viens de constater que telle personne ou telle chose ne semble pas aller. Ça, c'est une façon d'aborder graduellement la conversation en espérant que la personne s'ouvre. Dans mon expérience, souvent, moi-même, je ne suis pas ouvert au niveau de ma santé mentale. C'est souvent quelqu'un qui va m'aborder et faire des suggestions. Et je suis toujours ravi d'orienter les gens vers des ressources professionnelles. Et Jean-François, comment avez-vous été aidé par les collègues? En fait, tu as été aidé lorsque tu avais tes propres défis. Qu'est-ce qu'ils ont fait, vos collègues, pour vous aider? Ah oui, ça remonte à il y a quelques années, essentiellement. Moi, je suis arrivé à la santé mentale grâce à mon expérience personnelle. Moi, j'ai vécu ce qu'on appelle une double dépression. Et il semblerait que moi j'ai ce trouble dépressif et ça n'a pas été diagnostiqué pour toutes sortes de raisons et surtout à cause de la stigmatisation qui a fait qu'on ne reconnaissait pas cela. Et puis, j'ai vécu une dépression qui a mené à un arrêt de travail pendant 2 mois et demi, ce qui est relativement court, étant donné la nature de la dépression. Ce qui m'a aidé à revenir au travail, c'était une combinaison d'encouragement à aller vérifier ce qu'offre le programme d'aide aux employés et le soutien également que je recevais de mon gestionnaire à l'époque. En début de mon congé de maladie, il m'a rejoint. Je me rappelle cette conversation comme si c'était hier. Parce que moi, je focalisais sur ce qui se passait au bureau. Et l'une des premières choses que la dirigeante m'a dit, c'est que tu ne comprends pas. Ta priorité maintenant, c'est de focaliser sur ta santé. Évidemment, on veut vous revoir au bureau, mais pas avant que vous ne soyez prêt. Et à un moment donné, dans une conversation alors que j'étais en congé de maladie, on s'est dit, bon, on m'a demandé, est-ce qu'on peut vous contacter? Comment voulez-vous que cela se fasse? À quelle fréquence? Bon, on peut être très isolé lorsqu'on vit des défis de santé mentale. Pour quelqu'un comme moi, pour qui mon identité était liée à mon travail, ça, c'était crucial de bénéficier de ce genre de soutien
pour me permettre de revenir au travail. Alors, Jean-François, qu'est-ce que vous connaissez sur vous-même maintenant que vous ignoriez au début de ces défis liés à la santé mentale? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? En fait, c'est une expérience qui transforme la vie. Parce qu'avant, je focalisais beaucoup sur ma carrière, mon travail, mon statut, mon titre et tout ce qui l'accompagnait. Et j'ai fait un virage à 180 degrés. Moi, j'aime toujours ma profession, mais la communication et les affaires publiques... On perd l'équilibre facilement. Donc, pour moi, ça a été un changement de carrière dans le domaine de la santé mentale. Et j'ai vu que les récompenses sont différentes. Donc, pour moi, la récompense, c'est de partager mon histoire. Elle touche les autres. Ils viennent me voir, parfois des mois plus tard, en me disant « j'ai entendu ton témoignage ». Je me suis rendu compte que je vivais quelque chose de semblable et grâce à ce que tu as dit, j'ai pu aller demander l'aide dont j'avais besoin. Docteur Pelletier, j'ai eu la chance de vous observer ces derniers jours. J'ai regardé vos vidéos et ce que vous dites souvent dans vos vidéos, c'est le mot résilience. Vous parlez souvent de résilience. Et quelles sont les notions erronées qu'on a par rapport à la résilience? Ah oui. Il y a notamment penser que c'est un trait de caractère. Et les gestionnaires disent « Ah ben cette personne est résiliente, celle-ci ne l'est pas ». Et ce qu'on veut garder à l'esprit, c'est que la résilience, ce n'est pas un trait de caractère, c'est quelque chose de dynamique et qui change. Et c'est très important parce que qu'il s'agisse de nous en tant qu'individus ou que de gestionnaires qui appuient son équipe, si on garde cette perspective, parce que si tout ce que vous voyez, c'est votre équipe qui a du mal à être résilient, eh bien ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider. Il faut garder cette perspective à l'esprit. Et pour les gestionnaires, un angle mort, souvent, qu'ils ont, c'est enfin la façon dont les gens deviennent gestionnaires. Souvent, ils aiment bien appuyer une équipe, ils ont eu des moments difficiles, ils ont surmonté cela et les gens leur ont dit « tu peux faire absolument tout ». Et c'est ce que vous vous dites. Et ça, c'est le piège. Ça, c'est penser qu'on peut tout faire. C'est pas vrai, on est humain et on sera beaucoup plus fort si on est conscient du fait qu'à n'importe quel moment, on peut se trouver dans un autre élément du continuum. Donc ça, c'est une fausse conception, surtout avec les leaders qui pensent qu'ils peuvent tout maîtriser. Mais non, c'est pas vrai, on est humain. Et vous avez mentionné cette idée de cultiver notre résilience. Est-ce que vous pourriez préciser, parce qu'un autre thème qui revient souvent, c'est protéger notre résilience. Est-ce que vous pouvez me dire comment nourrir et protéger? Comme c'est dynamique et que ça change, que c'est influencé par rapport exigences auxquelles on fait face, bien, on veut cultiver, nourrir toute la journée. Et si on se sent bien, c'est parfait. Dans ce cas-là, on veut aussi protéger cela, pas le laisser diminuer. Hein? Comment est-ce qu'on nourrit cette résilience? Les 4 clés, c'est l'exercice, la nutrition, le sommeil et les relations. Et je vais entrer dans le détail. Dites-moi quoi faire et je le ferai, hein, les gens me disent. Et ça dépend de votre niveau de santé au départ, bien sûr. Mais la recherche montre que par rapport à l'exercice, c'est une demi-heure de cardio 5 fois par semaine.
En fait, 3 fois par an, c'est cardio, force et méditation, yoga. Pour la nutrition, le régime méditerranéen, même chose que pour vous protéger contre les cancers, par exemple. Donc, du poisson, des légumes, beaucoup d'olives. Et le sommeil. Le défi, c'est que les gens ne protègent pas les 7 à 8 heures. Il faut les protéger. Ils ne protègent pas l'heure avant d'aller dormir. Il faut permettre à votre cerveau de se calmer. Et surtout, si on se réveille, ne pas répondre au téléphone. Puis les relations, bien, dans notre vie personnelle, les relations que l'on a, c'est encore plus important d'avoir des échanges avec eux, la famille, les amis, mais aussi il faut avoir plus de liens côté professionnel. Les collègues avec lesquels on a des échanges, mais aussi des collègues à qui on ne parle pas très souvent, mais qui font partie de notre réseau. C'est comme ça qu'on nourrit et protège sa résilience. Brianna, vous essayez d'enseigner aux gens comment développer des espaces de travail sains. Et, selon votre expérience, quelles sont les principales barrières à la santé mentale en milieu de travail? C'est une bonne question. La principale barrière, principal obstacle, c'est les stigmates. 60% des gens qui ont besoin d'aide ne demandent pas cette aide de peur des stigmates. Ça fait beaucoup de gens qui souffrent et les stigmates, ça vient de la condescendance. C'est pas seulement quand le milieu, comment il est fait pour nous appuyer. Des gens qui ont peur d'échouer, donc ils ont peur d'essayer, ou est-ce qu'on permet la créativité? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ouvrir le dialogue avec un point de vue objectif? Et les stigmates qu'on s'impose soi-même. Je peux parler d'expérience. Même en travaillant dans ce domaine, je disais à mes clients, à mes volontaires que c'était, ça allait d'être faible et de demander de l'aide. Mais quand c'est vous qui devez le faire, c'est difficile de changer son optique et de voir que effectivement on doit surmonter son propre stigmate et demander de l'aide. Donc les stigmates qui viennent des politiques de travail, on a les manuels concernant nos politiques, mais ensuite il y a la culture. Alors si le livre dit tout le monde a le droit à tant de journées personnelles par semaine, mais si la culture c'est si vous prenez une journée comme cela, tout le monde va être fâché contre vous parce que ça veut dire plus de travail, bien les gens ne prendront pas ces journées. Donc c'est vraiment un peu les deux. Quelle est la politique et en même temps, est-ce que les valeurs sont respectées? Est-ce que les gens sont conscients des ressources disponibles? Mais Brianna, comment on commence les discussions, les conversations? Parce qu'elles peuvent être difficiles et parfois on n'a pas le vocabulaire pour cela. Comment on fait? C'est quoi le plan? Excellente question. Il y a des ressources formidables. La Commission de la santé mentale du Canada a une norme avec des lignes directrices pour les lieux de travail. Donc, ce n'est pas dans la législation, mais on espère que ce le sera. Il y a des évaluations aussi qu'on peut faire pour voir comment on respecte ces valeurs. C'est plus facile. Is the reality. Sometimes there's a bit of resistance to. C'est plus facile si les discussions sont lancées du haut de la hiérarchie. Mais ensuite, il faut aussi que ça ait lieu au sein de l'équipe. Il faut ouvrir ces discussions. Donc, faites un peu de recherche.
il y a des conférenciers, alors faites-les venir pour lancer le dialogue à cet égard, pour briser la glace. Lisez, apprenez autant que possible et ensuite partagez. Et soyez réalistes dans vos attentes par rapport à ce qui peut changer et à quelle vitesse. Parce que ces choses-là prennent du temps. Et comme Dr Pelletier l'a dit, il faut de l'auto-compassion. Reconnaître ce qu'on peut faire. Jean-François, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de lieux de travail où vous avez vu des changements positifs par rapport à ces conversations? Quels sont les lieux de travail qui ont réussi sur ce plan? Oui. Et je peux regarder mon lieu de travail. Il y a encore beaucoup à faire. Mais le fait que le gouvernement du Canada ait vraiment parlé de santé mentale depuis 2015, qu'on ait un centre d'experts, que on harmonise nos efforts avec la norme dont a parlé Brianna, c'est la norme sur la santé mentale et psychologique en milieu de travail. Oui, j'ai vu beaucoup de travail. Et quelquefois, j'ai raconté mon histoire au sein de la fonction publique. C'était presque une performance, amener quelqu'un, parce que c'est facile à faire. On peut dire oui, on parle de santé mentale en milieu de travail. Mais j'ai vu des gestionnaires qui réalisent l'importance d'avoir une équipe en bonne santé mentale. Donc, je dirais que dans toute organisation, on peut toujours s'améliorer. Mais la santé et la sécurité psychologique, c'est pas qu'on ait un plan quinquennal et on le met en œuvre et puis après c'est fini. Non, c'est quelque chose de quotidien. Il y aura toujours un besoin d'améliorer les facteurs en jeu. Et quand vous faites une évaluation de votre lieu de travail, ou le gouvernement qui a lancé cette initiative en 2015, quand vous faites ces évaluations, qu'est-ce qui reste à faire? Il y a beaucoup à faire avec les problèmes systémiques. Dr Pelletier a parlé de résilience. La première chose à reconnaître, c'est que la santé mentale en milieu de travail, c'est une responsabilité commune. Il y a la responsabilité des employés qui doivent s'occuper de leur propre santé mentale, doivent améliorer leur résilience. Mais quand on parle de résilience en milieu de travail, malheureusement, c'est souvent là que ça s'arrête. Mais il faut aussi regarder quels sont les facteurs qui rongent la résilience de nos employés. Eh bien, quels sont-ils, Jean-François? Eh bien, par exemple, il y a 13 facteurs psychosociaux dans la norme. L'un d'entre eux, c'est la gestion de la charge de travail. Alors, comment on s'y attaque? Parce que c'est quelque chose que l'on fait de façon constante. Regardez, il n'y a pas de panacée pour faire baisser la charge de travail. Ce n'est pas comme si tout d'un coup, on allait recruter plein de monde, avoir beaucoup de ressources. Les gens n'aiment pas cela quand je leur dis, mais le secret, c'est apprendre à dire non sans se faire licencier. Mettre à pied, c'est résister et dire, écoutez, j'ai déjà 10 priorités en route, qu'est-ce que je peux lâcher? Donc, c'est pas facile parce qu'on parle de changement, d'un changement systémique, mais il y a des outils qui peuvent aider les équipes à avoir ce type de discussion. Par exemple, les stratégies, Workplace Strategy, c'est un site où il y a beaucoup de choses pour aider les gestionnaires, prendre un de ces facteurs, rencontrer son équipe et dire comment on peut commencer à avoir des petites étapes. Docteur Pelletier, vous avez travaillé avec toutes sortes d'entreprises. Dr Pelletier, vous avez travaillé à travers l'Amérique du Nord et vous êtes familière avec ces milieux de travail.
que sont les meilleurs exemples et les pires? Ça va? Très bonne question. Par où commencer? Ça rejoint les éléments évoqués par Brianna et Jean-François lorsqu'il a dit, lorsque vous dites qu'est-ce qu'on fait le mieux dans ces milieux de travail qui brillent. Le fait est qu'on en parle. On en parle depuis longtemps et on agit et qu'on continue d'agir. Ce n'est pas différent de ce que fait une organisation. Lorsque l'organisation décide d'agir, il y aura une stratégie qui évoluera avec le temps et qu'on réexaminera pour s'en assurer la pertinence. Un milieu de travail qui brille au niveau de la santé mentale aura nécessairement une stratégie qu'on va nourrir, on revient à ce terme-là, et à laquelle on va faire attention avec le temps. Comme Jean-François le disait, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, et pour y arriver, on doit mesurer l'impact de ce qu'on vit, on va faire des modifications et changer de vitesse. Par exemple, NAF Canada, c'est une organisation qui très tôt a maîtrisé cette situation en appliquant plusieurs mesures au début qui ont donné des résultats. Et éventuellement, ils se sont dit, bon, on met tout cela en place pour nos gens, mais ils ne s'en servent pas. Qu'est-ce qu'on doit faire différemment? Et à ce moment-là, ils ont fait un virage en créant un programme de soutien interne. Ça a changé la donne pour eux. Et là, on partage et ils ont gagné des prix internationaux pour leur travail et ils partagent leur approche. Ils ont été agiles dans leur stratégie. Les milieux de travail qui en arrachent n'écoutent tout simplement pas, malheureusement. Et non seulement cela, à certains égards, ces endroits-là alimentent le pendant de la culture où c'est mieux de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit, où on est plus fort si on n'exprime jamais de vulnérabilité, de défis, de faiblesse, ou tout très humain, essentiellement. Et puis ça met les employés et les gestionnaires dans ces situations conflictuelles où on voudrait peut-être que les choses changent, mais ce qu'on valorise, ce qu'on encourage, du point de vue des incitatifs, c'est d'être un peu plus comme ça. Et ça crée un environnement difficile. C'est une situation où tout cela, soit on brille, soit on en arrache vraiment. Et ça va toujours finir par évoluer avec le temps. Et comme Brianna le disait, si vous êtes dans un rôle de leadership, vous avez de l'influence. Mais en même temps, l'influence, on a vu l'influence sur le terrain. La Commission pour la santé mentale du Canada a essayé d'associer tout le monde à cette conversation-là. Je dirais donc qu'il y a une façon de créer du mouvement. Bon, tantôt vous posiez cette question. Il y a des choses simples qu'on peut faire aujourd'hui même ou demain. En écoutant mes collègues Brianna et Jean-François, j'y pensais. En fait, il y a 3 choses. D'abord, les livres. Ce livre, Mind Over Mood, c'est un best-seller international et c'est une version condensée de la thérapie basée sur le comportement cognitif. Il faut vérifier ce livre en ligne. Je n'en suis pas l'auteur, malheureusement. C'est 30 $. Si je voulais un vœu aujourd'hui, eh bien, ce serait de mettre une copie de ces livres dans chaque maison parce que c'est un outil qu'on peut utiliser maintenant. Si vous achetez le livre et que vous le gardez dans votre bureau virtuel, la prochaine fois, s'il vous plaît, parlez-en à vos gens. Parlez donc les ressources, partagez les ressources ici. Faites appel à votre programme d'aide aux employés. Consultez un psychologue. À l'heure actuelle, c'est une grande occasion donc d'éliminer les préjugés si jamais il y a eu un moment où ça nous rejoint. C'est maintenant. C'est peut-être le meilleur moment d'aller consulter
un psychologue ou une psychologue et de prêcher d'exemple. Troisième suggestion rapide, liée à ce que recommande la Commission pour la santé mentale du Canada, eh bien, il y a le facteur reconnaissance en milieu de travail. Et la recherche sur l'épuisement professionnel en parle. Parce que l'épuisement, ce n'est pas personnel, c'est une combinaison d'épuisement et des revendications du milieu de travail qui deviennent difficiles à harmoniser avec la réalité. Oui, et pourtant, on sait, à partir de la recherche, que les milieux de travail où il y a la reconnaissance diminuent le taux d'épuisement. Si vous êtes donc gestionnaire, il faut chercher une bonne chose à dire parmi les gens de votre équipe. Ainsi, même si vous... donc, ça, c'est une façon de prendre des mesures concrètes aujourd'hui, des choses faisables et peu coûteuses. Oui. Alors, on va revenir sur ce sujet de l'épuisement professionnel. Je voudrais creuser cela. Mais Brianna, j'ai constaté que vous approuviez de la tête pendant l'intervention de la Dr Pelletier. Alors, je voulais que tu ajoutes peut-être des choses à ce qu'elle a dit, Quelles sont les autres façons que vous avez constatées dans les milieux de travail qui améliorent la santé mentale et qui encouragent les bonnes pratiques de santé et sécurité mentale en milieu de travail? Oui, j'ai approuvé parce qu'il y avait beaucoup de chevauchements entre ce qu'elle venait de dire et ce que je fais avec mes clients dans mes ateliers. Et ça l'une des choses qui rejoignent ce que disaient Jean-François et la Dr Pelletier, c'est de prioriser les communications. Par exemple, si vous faites du télétravail maintenant, est-ce que vous avez des rencontres vidéo? Est-ce qu'il y a des espaces où les gens peuvent s'assembler pour ne pas parler du travail et peut-être s'entendre pour ne pas parler de la pandémie non plus? Pendant une demi-heure, vendredi après-midi, selon ce qui marche pour votre équipe, juste pour parler de votre vie et socialiser ainsi. Et l'autre façon pour les chefs d'équipe d'ouvrir un espace que je recommande toujours, c'est au début des réunions avec le personnel, on peut faire un tour de table et demander à tout le monde de noter leur charge de travail sur une échelle de 1 à 10 et de demander ce qu'ils ont fait pour améliorer leur santé mentale. Et ça normalise la conversation. Adrian, vous avez demandé quels sont les signes avertisseurs. On a tous nos signes personnels, mais avoir des éléments fondamentaux sur le fonctionnement de votre équipe. Par exemple, peut-être que Jean-François nous dit que son niveau de stress est toujours à 5, mais aujourd'hui, il dit que c'est à 9. Alors, je dois en parler en privé avec lui. Et si je ne recueille pas cette information, je vais louper ces signes d'alerte. Il faut vérifier au début de la réunion, prioriser le temps pour la socialisation, et il faut également récompenser des comportements. Est-ce que vous récompensez le surmenage, les gens qui travaillent les fins de semaine et les soirs, ou les gens qui ne respectent pas des frontières ou les limites et qui laissent le travail envahir tout leur temps? On peut penser que nos meilleurs employés, ce sont ceux qui sont toujours engagés. Mais lorsqu'on parle de l'épuisement, il faut imposer des limites. Donc, il faut faire attention. Et lors de l'intervention de la Dr Pelletier, lorsqu'elle parlait de la reconnaissance, j'approuvais de la tête parce que je travaillais pour un gestionnaire qui disait « Chaque fois que je vais sur le plancher de travail, j'ai l'impression que le personnel est anxieux de me voir, rien que de me voir. » Et je lui ai demandé « Est-ce que vous êtes allé sur le plancher de travail pour demander comment la journée se déroulait ou juste lorsqu'il y a des problèmes? » Et là, elle a avoué qu'elle venait de se constituer comme un déclencheur de l'anxiété. Donc, il faut normaliser la discussion sur son niveau de stress et nos niveaux de stress. Lors des réunions du personnel, par exemple, on peut dire, écoutez, vous savez, cette semaine, je suis vraiment épuisé. Ça montre que je suis également humaine et qu'on est ensemble et qu'on est logé à la même enseigne, que je me soucie de vous. Et juste parce que je suis une gestionnaire, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Jean-François, parlez-moi du leadership. C'est quoi un leadership fort dans le domaine de la santé mentale en milieu de travail?
De quoi ça a l'air? Eh bien, honnêtement, pour moi, ça prend une certaine authenticité et de la vulnérabilité. Là où on doit faire un peu plus dans notre milieu de travail, c'est de faire à ce que les hauts gestionnaires montrent leur côté humain et partagent leurs propres expériences au niveau des luttes pour la santé mentale. Donc, c'est prêcher d'exemple. Surtout, et c'est très important cet aspect-là, mais je crois que la souplesse également, c'est crucial. Si on s'attend à ce que dans votre équipe, tout le monde soit au même niveau, eh bien ça n'aide pas. D'après mon expérience, les milieux de travail où j'ai vraiment prospéré, où j'ai pu apporter le plus, c'est des milieux de travail où les gestionnaires m'ont donné cette souplesse-là pour être créatif et de pouvoir contrôler comment le travail se fait. On n'a pas toujours le contrôle sur les affectations et les tâches qu'on nous donne, mais si vous donnez à vos employés la liberté d'exécuter ces tâches-là, ça en soi, c'est une pratique psychologiquement saine. À la fin, lorsqu'on parle des prix et de la reconnaissance, ce n'est pas toujours monétaire, c'est comme les remerciements. C'est le respect en milieu de travail. C'est de reconnaître que les gens travaillent différemment, mais que tout le monde a sa contribution à apporter à l'équipe. Oui, Brianna, vous avez utilisé ces termes à propos du milieu de travail. Vous avez parlé de l'écoute active et de la communication active. Pouvez-vous nous expliquer ces termes? Oui, dit Brianna. La communication active, l'écoute active, c'est de focaliser sur votre interlocuteur ou votre interlocutrice et d'aller un peu plus loin parce que ça prend de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir lier l'émotion et le contexte pour comprendre et être sur la même longueur d'onde. On sous-estime souvent l'importance de l'écoute et le sentiment qu'on a lorsqu'on se sent vraiment entendu et validé dans ce qu'on vit. Beaucoup de gens dans ce domaine font de l'écoute active et lorsqu'on a ce genre de conversation, on trouve que lorsque les portes sont ouvertes, on est pareil, mais en même temps, on a nos difficultés qu'on cache. Donc, l'écoute active, ça prend de l'empathie. Donc, on se met à la place de l'autre, même si on ne peut jamais vraiment comprendre totalement l'expérience vécue d'autrui, on peut quand même se mettre à leur place. Ça prend la sensibilisation à ces signes verbaux et non verbaux. 90% de la communication, c'est non verbal, donc ce n'est pas ce qu'on dit, mais comment on le dit. Le message qu'on envoie avec son langage corporel, le ton, son corps et la rapidité de votre débit. Voilà les aspects de la communication active. L'objectif final, c'est de mieux comprendre ce qu'on a devant nous. Et la communication active, ce n'est pas toujours pour régler des problèmes. Les êtres humains, on a tendance à tout de suite passer en mode solution. Et on sait que ça peut créer des difficultés dans les conversations parce qu'il faut écouter complètement avant de pouvoir chercher des solutions. Parce que là, ça facilite les solutions. Madame Pelletier, on a tendance à voir certaines personnes comme des gens qui écoutent, qui savent naturellement écouter. C'est comme si c'était génétique. Est-ce qu'on peut apprendre à écouter activement? Comment devient-on un écouteur actif? Je sais. On peut l'apprendre. Bien sûr, on peut apprendre. C'est comme si parfois, tout ce qui est lié à la santé mentale, à moins qu'on soit dans ce domaine, j'en dis, oh, comment on fait ça? La réalité, que c'est comme apprendre quelque chose de nouveau. Vous apprenez un nouveau sport, votre corps va commencer par avoir des difficultés à se positionner.
Et votre façon de vous améliorer, c'est par la répétition, la pratique. Alors, une bonne approche, s'agissant d'écouter, avoir une stratégie de santé mentale au travail ou devenir quelqu'un qui sait mieux écouter, c'est quelles sont les choses associées à cela, comme a dit Brianna, et ensuite vous lancez, vous exercez et n'abandonnez pas. Ça ne va pas se faire naturellement. Si c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, il faut insister, pratiquer et accepter qu'on ne va pas être toujours très bon. C'est comme apprendre quelque chose de nouveau. C'est pas différent. Et vous pouvez aussi demander des réactions. Avec le temps, vous apprendrez à vous sentir mieux. C'est comme pour tout reste, hein. Pour tout le reste. Jean-François, j'ai remarqué quand Brianna parlait plus tôt, vous opiniez de la tête lorsqu'elle parlait de reconnaissance. Une chose que j'ai apprise en tant que journaliste, c'est à quel point les gens apprécient d'écouter votre histoire. Alors, quand je dis comment vous sentez, les gens aiment bien parler de leur propre histoire. Ils ont le sentiment qu'on les voit vraiment comme des êtres humains, que leur histoire compte également. Est-ce que vous pourriez développer un peu l'importance de la reconnaissance, surtout dans le milieu de travail, et pourquoi cette reconnaissance est tellement importante pour tellement de gens? Ben, c'est une façon d'être validé. On veut aider, on veut contribuer, mais on a besoin aussi d'une rétroaction positive par rapport à ce qu'on fait. Alors, quand j'ai parlé de reconnaissance et de prix, on a toutes sortes de programmes de reconnaissance formels. Ça peut être des certificats cadeaux même. Mais en fin de compte, avoir votre patron qui vient vous dire « J'ai vraiment apprécié la façon dont tu t'es comporté dans cette réunion » ou « Cette note que tu m'as préparée ». Les plusieurs versions que tu as faites, bien en fait, ça a été un excellent travail et merci. C'est ça, c'est ce renforcement constant, comme quoi vous êtes valorisé, vous apportez une contribution positive. Ça nous aide à nous sentir bien et en tant qu'être humain, on a besoin de cela. Docteur Pelletier, j'ai une question par rapport à la période actuelle, hein, avec cette distanciation physique extrême. Comment est-ce qu'on travaille efficacement de chez soi et comment on gère sa santé mentale en cette période de distanciation extrême? Comment vous le faites de façon efficace? La pandémie impose des exigences supplémentaires. Et c'est une équation d'offre et de demande. Donc, plus de demandes, donc il faut augmenter l'offre. Et parfois, c'est pas facile. Mais je dirais, si vous êtes fatigué et que vous n'y arrivez pas, eh bien, acceptez-le. Vous êtes fatigué de faire Zoom, ça suffit aussi. Parfois, c'est l'exercice. Mais c'est maintenir cette attention face à ces comportements qui sont des facteurs de protection. Donc, si on les maintient de façon constante, c'est comme ça qu'on va y arriver. Ceci étant dit, rien n'est linéaire et c'est jamais aussi simple que cela. Ce qui est aussi important, c'est ne pas penser que vous maîtrisez tout. D'abord, ce n'est pas réaliste, mais en plus, ce n'est pas juste pour vous. Parce que vous allez essayer ces choses.
Disons que soyez dans un milieu de travail où l'équipe n'appuie pas, l'organisation non plus, où personnellement, non seulement il y a la pandémie et tout cela, mais en plus il y a d'autres problèmes. Vous venez de perdre 3 personnes. Il y a d'autres choses qui se passent. Vous essayez de tomber enceinte et vous n'y arrivez pas. Enfin, il y a d'autres choses qui arrivent. Donc, il y a tout le contexte. On ne fait pas ces choses-là à cause de la pandémie, mais c'est aussi une conversation à avoir. J'essaye tout cela et je n'y arrive pas, mais peut-être que c'est la culture au travail qui est comme cela. Ou l'été dernier, vous avez perdu 3 personnes et ces choses sont encore là et ont une influence sur vous. Donc, il faut savoir demander de l'aide. Brianna, vous voulez ajouter un mot là-dessus? Oui, gérer sa santé mentale. Dr Pelletier l'a dit plus tôt. D'abord, on s'occupe des besoins fondamentaux. Est-ce qu'on mange comme il faut? Est-ce que vous n'oubliez pas d'aller voir le soleil, hein? Il y a des gens qui travaillent dans leur sous-sol. On a besoin de voir la lumière du jour. Est-ce que vous respirer de l'air frais de temps à autre, vraiment se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Ensuite, si vous pouvez avoir un espace désigné pour votre travail, vous pouvez fermer la porte à 17 h quand vous avez fini. Vous n'avez pas besoin de voir ce travail, ce n'est pas dans votre espace personnel. Et puis aussi avoir un rituel de transition. Passer du mode travail au mode vie privée. Avant, on faisait la navette ou on était dans la voiture. Mais si je travaille dans ma cuisine et j'ai fini mon travail, mais je suis toujours dans ma cuisine. Il n'y a plus cette transition. Donc, un rituel de transition, ça peut être prendre une douche, aller écouter une chanson, faire de l'exercice. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très important, mais c'est une façon de dire à votre esprit, je sors du mode travail, je passe au mode privé. On a des questions de notre auditoire. Pour la résilience, il incombe à la personne d'être résiliente. Mais si l'institution a tellement de défauts qu'elle est à l'origine du problème. Alors, comment on fait dans ce cas-là? C'est un peu ce à quoi je faisais allusion plus tôt. C'est une responsabilité commune. Donc, le leadership, la gestion doit vraiment se pencher profondément sur ces facteurs qui ronge la résilience. Et parfois, ce sont les procédures en place qui nous pèsent et nous empêchent de travailler du mieux possible. Ce n'est pas facile à faire, mais c'est une question qui doit être une bonne discussion avec votre équipe. Et dire, voilà les 3 choses. Si on pouvait changer ces 3 choses, on verra déjà une petite amélioration. Et ensuite, s'engager à suivre. Donc, identifier le problème et voir ce que sont les solutions potentielles pour y répondre. Oh, Dr Pelletier, vous voulez ajouter un mot? Oui. Et c'est ce qui a été dit par mes collègues. Chose que j'ai vu les gens faire. Oui, il y a ma résilience personnelle, mais l'environnement n'est pas bon. Chose que vous pouvez faire, c'est utiliser la norme de la Commission de santé mentale du Canada. Vous allez sur leur site et vous allez trouver ces 13 facteurs et envoyer cette liste ou imprimez-la. Et demandez-vous où on en est avec cela. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce n'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas vous qui vous plaignez parce qu'on ne reconnaît pas votre travail. Vous pouvez prendre les 13 facteurs et les présenter.
J'ai une autre question, docteur Pelletier. Comment on fait avec un employé qui est tellement négatif qu'il a une influence sur le moral de toute l'équipe? Comme gestionnaire, je dois l'appuyer, mais cette personne a aussi des répercussions sur moi. Et la haute direction met la pression sur moi. Ah oui, et ça peut nous arriver à tous. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte qu'on a cet effet-là. Alors, je dirais que si c'est... Je comprends. Il faut avoir le soutien. Alors, si vous avez accès aux partenaires de cette personne, ça peut être une bonne chose. Un autre allié, si vous avez un programme d'appui aux employés, vous pouvez appeler en disant « Je voudrais voir quelqu'un m'aider à cause d'un défi que j'ai avec cette personne. » Donc, 1 heure de votre temps pour voir des scénarios pour aider cette personne. Si avoir un échange individuel avec la personne pour voir, expliquer comment ces commentaires peuvent être perçus. Parfois, les gens qui sont très négatifs ou qui paraissent négatifs sont en fait réalistes. Donc, ce n'est pas nécessairement négatif. Le virage, c'est parfois de passer à une autre reconnaissance de ce qui se passe. On prend la situation et on développe à partir de là. Il nous reste 4 minutes et demie et on a 4 bonnes questions. Alors, on va voir si on va y arriver. Brianna, question pour vous. Les femmes, surtout les mères, face à un lourd fardeau avec la pandémie, s'occuper des enfants à la maison et en plus de tout le reste, et travailler. Et lorsque les leaders sont des hommes ou des femmes sans enfants, comment on fait pour leur faire prendre question du burn-out? Oh, je ne sais pas si je peux répondre à ça. Ça, c'est une énorme question. Mais c'est une très bonne question. Et c'est une expérience que je vois souvent. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Si vous pouvez avoir une discussion franche, est-ce que votre équipe de gestion est consciente de toutes les pressions sur vous? Et si ça n'est pas le cas, leur en faire prendre conscience et être préparé pour ce que vous demandez. Au lieu de demander une solution de la part du gestionnaire, plutôt aller voir toute l'équipe et dire voilà, il y a tout cela qui se passe dans ma vie, j'ai besoin de déléguer ce projet ou recruter un adjoint à temps partiel ou j'ai besoin d'une journée libre la semaine prochaine pour me reposer. Demandez quelque chose de concret que le gestionnaire peut fournir. Ça peut être utile si l'équipe de gestion ne propose pas. Et je sais que c'est très superficiel, ma réponse. Jean-François, comment on travaille avec un gestionnaire qui n'accepte pas votre santé mentale et qui continue de vous donner beaucoup de travail alors que vous avez été franc pour dire que vous ne pouvez pas faire face? Ça n'est jamais facile, ces situations, et il n'y a pas de solution facile, mais il y a quelques options. Si d'abord voir avec votre ministère l'équipe de règlement des conflits. Notre option, c'est l'ombudsman. La plupart en ont un. Et en discutant de la question à ce niveau, ils pourront peut-être vous guider pour faire face à la situation. Mais en fin de compte, ça ne sera pas facile, mais c'est une conversation que vous devez avoir avec ce gestionnaire. Et une autre question.
mon superviseur ne me permet pas d'utiliser les journées de soins de santé. Est-ce que j'ai le droit? Je ne suis pas un expert en relations du travail, mais moi, c'est une journée maladie, c'est une journée maladie santé mentale ou santé physique. On ne devrait pas faire la distinction parce que ça concerne toute notre santé. Reste 1 minute et demie. Je voulais finir avec cette question. Quand vous imaginez un espace de travail sain après la COVID, à quoi ça va ressembler? En 10 secondes, Brianna. Communication, empathie, connexion au niveau humain. Docteur Pelletier? Le mot qui vient à l'esprit, c'est souplesse et curiosité. Pour voir les aspects positifs qui en ressortiront, Jean-François, eh bien, moi, je suis dans cet espace de travail. Je suis peut-être une minorité, mais moi, je me suis épanouie à travailler à la maison et pas avoir les 2 heures de navette. Ça me permet d'arriver chez moi toujours à l'heure et pas d'avoir le train léger qui casse. Bien, merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Plein de sagesse. Je sais que notre auditoire a grandement apprécié. Merci pour vos commentaires. Merci à Jean-François, à Brianna et à Marie-Hélène. Merci beaucoup. Merci. Catherine, à vous la parole.